Il y a quelques années, des hôpitaux européens ont enregistré des cas de lésions neurologiques associées à des pratiques corporelles considérées comme douces, et cela a généré une question dérangeante. Comment quelque chose créé pour harmoniser l'être humain peut-il produire du déséquilibre lorsqu'il est déplacé de son axe? Dans le taoïsme, lorsqu'une pratique perd le Tao, elle continue à se mouvoir, mais ne coule plus. Le geste demeure, mais le sens s'absente. C'est le type de déviation silencieuse qui ne s'annonce pas avec fracas, seulement avec des symptômes. Et toute révélation commence par un inconfort cognitif. C'est à partir de ce point que cette réflexion s'ouvre. Le Tao enseigne que la forme sans principe devient excès, et l'excès génère la rupture. Lorsque nous observons le yoga moderne, réduit à une performance physique, nous percevons un schéma classique de fragmentation. Le corps est isolé du caractère, la technique est séparée de l'éthique, et le résultat est instable. Dans les traditions orientales, aucune pratique corporelle n'était neutre. Chaque geste était un entraînement de l'esprit et un raffinement de la conduite. En ignorant cet enchaînement, l'Occident n'a pas simplement simplifié le yoga, mais l'a déplacé de sa fonction originelle. Il ne s'agit pas de nostalgie culturelle, mais de cohérence structurelle. Les systèmes symboliques ne survivent pas intacts à l'amputation de leur fondement. La chaîne Solstice naît justement pour investiguer ces déplacements avec clarté conceptuelle et langage accessible. L'objectif est de créer des ponts entre savoirs anciens et lectures critiques contemporaines, sans diluer la profondeur ni recourir au mysticisme superficiel. Chaque thème est traité comme un champ d'observation, non comme une croyance à défendre. L'accent est mis sur la compréhension des schémas. Pour comprendre le risque du yoga décontextualisé, il suffit d'observer un symbole quotidien, la lame aiguisée. Un couteau est outil ou blessure, selon la main et l'intention. Le yoga, lorsqu'il est enseigné sans éthique, sans progression et sans intégration psychique, cesse d'être un chemin et devient un raccourci dangereux. Des études cliniques ont déjà documenté des lésions physiques, des crises psychologiques et des états dissociatifs associés à des pratiques intenses sans orientation adéquate. Cela n'invalide pas la tradition. Cela confirme simplement son propre avertissement interne. Les écoles classiques ont toujours affirmé que la technique sans préparation morale génère du déséquilibre. Le problème n'est pas la pratique, mais la rupture du contexte. Ce contenu s'adresse à ceux qui sentent que quelque chose ne s'emboîte pas dans le discours de bien-être simplifié. À ceux qui pratiquent, enseignent ou consomment la spiritualité et perçoivent des fissures entre promesses et résultats. Comprendre ces schémas permet des choix plus sûrs, des pratiques plus intègres et une relation plus mature avec le corps et l'esprit. Le Tao n'exige pas l'abandon, il exige l'alignement. Lorsqu'il y a alignement, l'énergie s'organise naturellement. Lorsqu'il n'y en a pas, le système réclame son dû. Du point de vue taoïste, tout excès naît de la perte de mesure. La mesure n'est pas du moralisme, c'est l'intelligence du processus. Les pratiques corporelles profondes exigent du temps, du silence intérieur et une supervision éthique, non de l'accélération ni du spectacle. L'erreur moderne a été de confondre intensité et profondeur. La profondeur est stabilité, non euphorie. Lorsqu'une pratique promet une illumination rapide, elle s'est déjà éloignée du Tao. L'enseignement véritable ne séduit pas, il soutient. Cette distinction est centrale pour toute lecture sérieuse de la spiritualité appliquée. Si ce type d'approche contribue à votre compréhension et à votre étude, envisagez de suivre la chaîne Solstice. L'abonnement et le like fonctionnent comme un signal d'intérêt pour des contenus qui privilégient la rigueur, la clarté et l'intégration réelle entre le corps et aident la chaîne à continuer avec son objectif, l'esprit et le sens. Le chemin n'est pas de convaincre, c'est d'éclairer. Et l'éclaircissement, dans le Tao, est le premier mouvement de retour à l'axe. L'histoire du yoga commence loin des salles à miroirs, dans des environnements où le silence était une condition pratique de survie intérieure. Les textes anciens décrivent des pratiquants assis pendant des heures dans des grottes, des forêts et sur les rives de rivières, observant la respiration comme on observe un animal sauvage qui peut s'enfuir à la moindre inattention. La pratique n'était pas présentée comme un confort, mais comme une méthode rigoureuse de réorganisation de la perception.
Chaque geste corporel était lié à une discipline éthique et à un entraînement de l'attention. Il n'y avait que la possibilité d'une clarté graduelle. Ce contexte initial est essentiel pour comprendre ce que le yoga prétendait opérer chez l'être humain. Sans lui, le sens commence à se déplacer de manière presque imperceptible. Avec le temps, ces enseignements ont traversé des siècles préservés davantage par la transmission orale que par des registres formels. Les maîtres observèrent leurs disciples pendant des années avant d'enseigner des techniques plus intenses, non par élitisme, mais par prudence. Il existe des récits de pratiquants qui abandonnaient le chemin après des expériences intérieures difficiles à intégrer. D'autres demeuraient, ajustant la pratique comme on apprend à marcher sur un terrain instable. Le yoga exigeait une lecture constante de son propre état mental et émotionnel. Cette exigence créait une relation de respect avec la méthode. La pratique était une négociation continue avec ses propres limites. Lorsque le yoga commence à arriver en Occident, à la fin du XIXe siècle, il rencontre un environnement culturel profondément différent. La valorisation de la performance, de la visibilité et de la mesure remplace graduellement le critère de la maturité intérieure. Ce qui était auparavant enseigné comme préparation se met à être présenté comme produit final. Les postures gagnent une place isolée, tandis que les fondements éthiques deviennent optionnels ou symboliques. Ce changement ne se produit pas de façon abrupte, mais par adaptation successive. Chaque adaptation semble petite, mais l'ensemble altère la fonction du système. Ce qui était chemin se transforme en technique autonome. Ce déplacement crée une situation curieuse et peu discutée. La pratique maintient l'apparence traditionnelle, mais opère selon une autre logique. Le corps répond, mais l'esprit ne suit pas toujours. Des personnes rapportent des bienfaits physiques évidents, en même temps que surgissent des inconforts émotionnels inattendus. Dans certains cas, la pratique intensifie les conflits internes au lieu de les dissoudre. Il n'est pas clair, à première vue, si cela fait partie du processus ou s'il s'agit d'une déviation. L'absence de critères philosophiques rend cette lecture difficile. Le pratiquant reste sans référence pour interpréter ce qui émerge. Le doute s'installe de manière silencieuse. Dans les registres traditionnels, il existe des avertissements explicites sur l'usage inadéquat des techniques. Respiration, concentration et posture étaient décrites comme des forces capables d'organiser ou de désorganiser le système psychique. C'est pourquoi le rythme était aussi important que la méthode. Lorsque ces alertes sont ignorées, la pratique continue à fonctionner, mais sans direction claire. Le résultat peut être confus, même lorsqu'il semble extérieurement positif. La tradition n'a jamais nié les risques, elle a simplement enseigné comment les traverser. Hors de ce contexte, le risque perd son nom et se met à être normalisé. Cette normalisation est l'un des points les plus délicats du yoga moderne. Du point de vue taoïste, ce phénomène est compris comme une perte d'alignement avec le flux naturel. Lorsque forme et principe se séparent, l'énergie circule de manière irrégulière. Le Tao ne condamne pas la pratique, il met simplement en évidence le déséquilibre. Les symptômes surgissent comme langage du système, non comme faute morale. La lecture correcte de ces signaux exige une éducation perceptive, non un enthousiasme aveugle. Le yoga, en ce sens, a toujours été un art d'écoute. Écoute du corps, de l'esprit et du contexte. Sans cette écoute, la pratique devient bruit. C'est à partir de cette histoire silencieuse, pleine de strates et de déplacements, que ce contenu se développe. Comprendre comment nous sommes arrivés jusqu'ici fait partie de l'apprentissage lui-même, ce n'est pas un détail académique. En suivant les prochains points, il devient possible de distinguer pratique de performance et méthode de promesse. Ce discernement n'éloigne pas du yoga, au contraire, il restitue profondeur et sécurité au chemin. Rester attentif au développement de cette vidéo est une façon de poursuivre ce processus avec clarté. Lorsque surgissent des inconforts physiques ou psychiques associés à la pratique, la réponse la plus commune est d'intensifier la même méthode en croyant que la difficulté indique une résistance à vaincre. Cette logique, héritée de la performance sportive, aggrave généralement la situation. Forcer les postures, augmenter la charge respiratoire ou chercher des expériences plus intenses tend à amplifier la désorganisation interne déjà présente.
En termes neurophysiologiques, le système nerveux entre dans un état d'hyperactivation continue. Au lieu de réguler, la pratique se met à stimuler l'excès. L'erreur ne réside pas dans l'intention de s'améliorer, mais dans la répétition automatique du schéma qui a généré le problème. Résoudre un déséquilibre avec plus de stimulus produit rarement de la stabilité. Une autre tentative fréquente est d'abandonner complètement toute pratique corporelle ou contemplative après des expériences négatives. Bien que compréhensible, cette réaction crée un autre effet secondaire: la perte d'outils régulateurs importants. Le corps demeure sans référence d'écoute et l'esprit continue à réagir de façon désorganisée. Les études en psychologie somatique indiquent que l'absence totale de pratique d'autorégulation peut augmenter les symptômes d'anxiété et de rumination. Le problème, par conséquent, ne se résout ni par l'excès ni par le retrait abrupt. Les deux extrêmes renforcent le même déséquilibre de base. Ce qui devient nécessaire est de réorganiser la forme, non de nier le processus. Cette réorganisation exige une méthode claire et progressive. La méthode correcte commence par la substitution consciente de l'axe de performance par l'axe de régulation. Régulation signifie enseigner au système nerveux à reconnaître la sécurité avant tout approfondissement technique. Cette méthode n'est ni improvisée ni intuitive, elle suit une séquence claire. D'abord stabiliser, puis sensibiliser, seulement ensuite élargir. Dans l'étape initiale, l'accent n'est ni sur l'étirement ni sur la force, mais sur la prévisibilité corporelle et respiratoire. Les mouvements lents, répétables et symétriques réduisent l'activité de l'amygdale cérébrale. La respiration nasale continue, sans rétention, informe le cerveau qu'il n'y a pas de menace. C'est le fondement physiologique de la méthode. Une fois cette base établie, la pratique passe à la deuxième étape, qui est le raffinement de la perception interne. Ici, l'objectif n'est pas de faire plus, mais de percevoir mieux. Le pratiquant apprend à identifier les microtensions, les impulsions automatiques et les schémas d'effort inutiles. Cet entraînement développe l'interoception, capacité largement étudiée en neurosciences comme essentielle pour l'autorégulation émotionnelle. Plus l'interoception est grande, plus la réactivité impulsive est faible. La pratique devient un laboratoire d'observation, non un terrain d'épreuve. Cela réorganise la relation entre corps et esprit de façon stable. Seulement après ces deux étapes, la méthode permet-elle un approfondissement technique, si nécessaire. À ce stade, les postures plus exigeantes ou les techniques respiratoires spécifiques cessent d'être des déclencheurs de désorganisation. Elles deviennent des stimuli conscients, appliqués sur un système déjà régulé. Le critère n'est pas la difficulté externe, mais le maintien de la cohérence interne. Si la clarté diminue, la méthode recule. Si la stabilité se maintient, le processus avance. Cette logique évite les lésions physiques et la surcharge psychique. La méthode fonctionne parce qu'elle respecte l'ordre naturel d'adaptation du système nerveux. Du point de vue psychologique, cette pratique sert à rééduquer l'attention. Au lieu de se fixer sur des objectifs externes ou sur des résultats futurs, l'esprit est entraîné à reconnaître les états internes en temps réel. Cette compétence réduit la rumination, améliore la prise de décision et diminue l'impulsivité. La raison pour laquelle cela fonctionne réside dans la plasticité neuronale. Les circuits activés de façon répétée se renforcent. Lorsqu'on active le calme avec conscience, le cerveau apprend à y accéder en dehors de la pratique. Cela transfère l'effet à la vie quotidienne. La pratique cesse d'être un refuge pour devenir un entraînement. C'est le point central ignoré par les approches simplifiées. Dans le contexte du yoga, cela signifie replacer les principes éthiques et perceptifs avant la technique. Il ne s'agit pas de moraliser la pratique, mais de la rendre cohérente avec son effet désiré. Un corps qui apprend à respecter ses limites crée un esprit moins réactif. Une respiration sans violence intérieure réduit les schémas d'auto-exigence excessive. La pratique correcte ne promet pas une illumination rapide, mais offre une stabilité progressive. Cette stabilité est ce qui permet un approfondissement sûr. Sans elle, toute avancée est fragile. Avec elle, le processus se maintient dans le temps. Si ce raisonnement fait sens, il vaut la peine de transformer la compréhension en engagement pratique.
Une façon simple est d'affirmer consciemment la direction choisie, car le langage organise l'action. Écrivez dans les commentaires « Je choisis la clarté avant l'intensité » pour renforcer l'alignement entre méthode et objectif. Ce geste symbolique peut aider à consolider le changement de schéma mental présenté ici. La pratique commence dans la compréhension, mais se fortifie dans la répétition consciente. Et toute répétition consciente réorganise le système. La pratique correcte du yoga, lorsqu'elle est analysée conceptuellement, ne peut être comprise simplement comme un ensemble d'exercices, mais comme un système de réorganisation de l'expérience consciente. Psychologiquement, elle agit sur l'attention, la régulation émotionnelle et la perception corporelle, créant un pont entre stimulus et réponse. Spirituellement, elle opère comme un raffinement de la relation entre action et intention. Dans le taoïsme, cela se rapproche du principe du Wu Wei, agir sans forcer, permettant que le mouvement surgisse de l'ajustement interne et non de l'imposition externe. Lorsque la pratique respecte ce principe, elle cesse de rivaliser avec l'organisme. Le corps se met à collaborer avec le processus au lieu d'y résister. Cette collaboration est l'axe central de toute pratique transformatrice. Sous l'angle de la psychologie contemporaine, les pratiques corporelles conscientes fonctionnent comme des outils d'intégration entre systèmes mentaux fragmentés. L'attention soutenue au corps réduit la dissociation et renforce la sensation de présence. Cela se produit parce que le cerveau doit intégrer des informations proprioceptives, respiratoires et émotionnelles en temps réel. Lorsque la pratique est excessivement intense, ce système se surcharge. Lorsqu'elle est graduelle et prévisible, il se réorganise. Le taoïsme décrit ce processus comme un retour à l'équilibre naturel, non comme une conquête. L'équilibre n'est pas quelque chose de créé, mais de restaurer. La pratique correcte ne fait que retirer les interférences. Dans le bouddhisme, spécialement dans les traditions de pleine conscience, la pratique ne cherche pas des états spéciaux, mais la clarté sur ce qui est déjà présent. Cette clarté inclut de reconnaître l'inconfort sans tenter de l'éliminer par la force. Psychologiquement, cela réduit la réactivité automatique et augmente la tolérance émotionnelle. Spirituellement, cela dissout l'illusion de contrôle absolu sur l'expérience. Lorsqu'il est appliqué au yoga, ce principe empêche que la pratique soit utilisée comme fuite. Au lieu d'anesthésier les conflits internes, elle les rend intelligibles. La compréhension précède la transformation. Sans compréhension, tout changement est superficiel. L'intégration entre corps et esprit se produit lorsque la pratique respecte les limites internes réelles, non les idéaux externes. Du point de vue taoïste, dépasser la limite de façon répétée génère un épuisement du QI, l'énergie vitale. Du point de vue psychologique, cela active des schémas de stress chronique. Les deux décrivent le même phénomène dans des langages différents. La pratique correcte conserve l'énergie au lieu de la drainer. Elle enseigne à percevoir le point exact où l'effort se transforme en agression. Cette perception est un apprentissage raffiné. Elle ne surgit pas par répétition mécanique, mais par écoute continue. Conceptuellement, la pratique fonctionne parce qu'elle rééduque la relation au temps. Au lieu de chercher des résultats immédiats, elle enseigne la progression non linéaire. Psychologiquement, cela réduit l'anxiété anticipatoire. Spirituellement, cela dissout la fixation sur des objectifs illusoires. Le taoïsme décrit ce mouvement comme suivre le cours de l'eau, qui ne se presse ni ne résiste. Lorsque la pratique respecte ce rythme, le système nerveux se réorganise naturellement. L'esprit apprend que la sécurité ne dépend pas d'un contrôle constant. Cet apprentissage a des effets durables en dehors de l'espace de la pratique. Un autre point central est l'éthique implicite dans la façon de pratiquer. Même sans discours moraux, la pratique correcte enseigne la non-violence, l'honnêteté perceptive et la modération. Psychologiquement, cela réduit l'autocritique excessive et le perfectionnisme. Spirituellement, cela affaiblit la centralité de l'ego. Le bouddhisme appelle cela la cessation de l'attachement au résultat. Le taoïsme appelle cela l'alignement avec le cours naturel. Dans les deux cas, l'effet est le même, moins de souffrance inutile. La pratique cesse d'être une épreuve pour devenir un processus.
En synthèse, la pratique correcte n'ajoute pas quelque chose à l'individu, mais retire les distorsions accumulées. Elle fonctionne parce qu'elle respecte l'architecture du corps, de l'esprit et de l'énergie. Psychologie et spiritualité convergent en affirmant que la stabilité précède la profondeur. Sans stabilité, toute expérience élevée est instable. L'analyse conceptuelle révèle que le problème n'a jamais été la pratique en soi, mais la manière dont elle est appliquée. Lorsque méthode et principes s'alignent, les effets cessent d'être secondaires pour devenir structurels. C'est cette cohérence qui soutient un chemin sûr et significatif. Si une pratique promet l'harmonie, mais génère de la rigidité, à quel point le chemin a-t-il cessé d'être chemin pour devenir obstacle? Dans le taoïsme, cette question n'exige pas de réponse immédiate, seulement une présence suffisante pour être soutenue. Le Tao ne se révèle pas par des conclusions, mais par des ajustements fins de perception. Ce qui se montre comme inconfort est souvent simplement un signal de désalignement, non d'échec. Lorsque quelque chose ne coule pas, cela ne signifie pas que c'est erroné, mais que cela demande une autre écoute. L'écoute précède toute correction véritable. Et toute correction réelle commence par l'observation silencieuse. En suivant cette réflexion, il devient possible de percevoir que le plus grand bénéfice ne réside pas dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, mais dans le désapprentissage d'excès incorporés sans questionnement. La pratique correcte n'ajoute pas de strates, elle retire le bruit. Psychologiquement, cela se traduit par moins de conflits internes. Spirituellement, par moins de séparation entre action et intention. Lorsque le corps cesse d'être un champ de bataille pour devenir un territoire de dialogue, quelque chose d'essentiel se réorganise. Cette réorganisation n'est pas spectaculaire, mais profonde. Elle se manifeste dans la simplicité avec laquelle on vit le quotidien. Et la simplicité, dans le Tao, est signe d'alignement. Il y a un point où chercher plus d'informations devient moins important que soutenir ce qui a déjà été compris. La pensée zen appelle cela la non-accumulation. Il ne s'agit pas de clore le processus, mais de permettre qu'il mûrisse sans hâte. Lorsque l'esprit cesse de courir après des réponses, le corps commence à répondre. Cette inversion est subtile et transformatrice. La pratique cesse d'être quelque chose que l'on fait pour devenir quelque chose que l'on habite. Dans cet état, il n'y a pas d'objectif visible, seulement une continuité consciente. Et la continuité est, en soi, enseignement. Peut-être la véritable question n'est-elle pas comment pratiquer mieux, mais comment percevoir quand on force trop. Le Tao se perd rarement par ignorance, mais par excès de volonté. L'eau ne tente pas de vaincre la pierre, elle demeure simplement. De la même façon, la pratique qui respecte le rythme interne dissout les résistances sans confrontation. Cette compréhension n'exige pas d'adhésion, seulement de la disponibilité. Disponibilité pour sentir avant d'interpréter. Pour écouter avant de corriger, pour demeurer avant d'avancer. C'est dans cet intervalle que quelque chose se révèle. Il n'y a pas de conclusion définitive parce que le chemin ne se ferme pas. Chaque perception ouvre une autre strate d'attention. Chaque ajustement révèle un nouveau déséquilibre possible. Ce n'est pas une erreur, c'est une dynamique naturelle. Le zen appelle cela l'esprit du débutant. La capacité de rester ouvert même après avoir compris. Lorsqu'on abandonne le besoin d'arriver, le processus devient plus honnête. Et l'honnêteté perceptive est une forme silencieuse de sagesse. Elle ne s'annonce pas, elle se reflète simplement dans les choix quotidiens. Si quelque chose de ce qui a été dit a résonné, peut-être vaut-il la peine d'observer comment cela apparaît dans sa propre pratique ou même en dehors d'elle. Non comme tâche, mais comme curiosité tranquille. Partager impressions et expériences peut élargir ce champ d'observation collective. Chaque témoignage ajoute une nuance qui n'existe pas isolément. L'échange ne cherche pas le consensus, mais la clarté partagée. Le Tao se manifeste aussi dans le dialogue attentif. Et le dialogue commence lorsque quelqu'un décide d'écouter et d'être écouté. Que cette réflexion fonctionne moins comme réponse et plus comme miroir. Un miroir qui ne juge pas, qui restitue simplement ce qui s'approche. Demeurer avec la question est, souvent, plus transformateur que de la résoudre. Le parcours continue dans l'observation silencieuse, dans la pratique quotidienne
et dans le suivi attentif de cet espace d'étude. Commentaires et expériences sont les bienvenus comme partie de ce flux. Et continuer à cheminer ensemble n'est qu'une conséquence naturelle lorsqu'il y a affinité d'écoute.